très heureux qu'il soit venu à Chisinau nous rejoindre, parce que c'est un personnage que j'aime infiniment, même si on se connaît fort peu. Et je le connais peu parce que je ne fais que le lire, je ne le fréquente pas, ce n'est pas un homme qui est dans mes connaissances, dans mon cercle relationnel, mais je le lis avec attention et beaucoup d'intérêt tous les dimanches, parce que ce bonhomme despote édite sur le web une petite revue pétillante d'humour, pétillante d'intelligence, qui s'appelle l'Antipresse, qui l'envoie gracieusement à tout un collectif tous les dimanches matins des potrons minés et qui sont un véritable régal pour l'esprit. Et cette Antipresse qu'il envoie à son petit cercle d'amis, c'est, je crois, un peu la philosophie de ce qu'il vient de tenter de nous exprimer, et je vous remercie infiniment. En ce qui concerne, j'aurais voulu commencer mon introduction, enfin mon allocution qui sera brève, rassurez-vous, car je sais que nous arrivons à l'heure du déjeuner, et que l'heure du déjeuner, c'est un droit de l'homme qu'il faut respecter. Donc je vais commencer mon intervention par une citation extraite du Deutéronome, chapitre 23, verset 19-20. Je cite: « Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour aucune chose qui se prête à intérêt. » En quelque sorte, exactement le contraire de ce que pense votre banquier, excusez-moi s'il y en a dans la salle, et d'une manière générale, que ce que pensent tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont adhéré à l'idéologie marchande et qui sont convaincus que tout commerce est l'idéologie qui doit mener le monde. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en laissant la prééminence à la cause des marchands, à la carte des marchands, des banquiers, si vous préférez, encore une fois, l'ordre du monde a été renversé. C'était l'allusion que faisait tout à l'heure Alexandre Douguine à la trifonctionnalité de Georges Dumézil. Quand un président de la République qui a fait carrière chez un grand banquier d'affaires et qu'il arrive au pouvoir par un subterfuge, ce n'est pas la fonction politique régalienne qu'il incarnera, mais la fonction marchande dont il est issu et qu'il servira car il a été mis en place pour cela. Et aujourd'hui, l'immense majorité des dirigeants du camp occidental, quel que soit leur parcours personnel, sont élus pour servir les intérêts dans tous les sens du terme, de ceux qui ont érigé la dictature de la dette pour tenir les peuples en esclavage. Ma plus grande surprise, mes amis, je vous l'avoue, est de constater que depuis l'arrêt programmé et contrôlé de l'expérience communiste en Russie, aucune école de pensée n'est apparue, en tout cas sur le devant de la scène, pour proposer une alternative au système occidental dominant. Peut-être, la réponse en est qu'il n'y a peut-être pas d'alternative au système occidental dominant. Car s'il y avait une véritable alternative au système capitaliste, ça aurait été, comme l'ont pensé de nombreux peuples pendant des décennies, l'idéologie marxiste-léniniste. Mais celle-ci reposait également sur une conception économiste de la société et relevait donc, elle aussi, de cette même erreur fondamentale que son contre-modèle occidental. Derrière l'idéologie, il y a toujours la praxis, aussi bien à Washington qu'à Moscou, hier comme aujourd'hui, et aujourd'hui comme demain. Qui peut penser que les États-Unis sont une société libérale, quand on sait que c'est le complexe militaro-industriel qui détermine la marche de l'économie dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres? Et dans l'autre camp, qu'était la nouvelle politique économique de Lénine, la fameuse NEP, si ce n'est la réintroduction de pratiques libérales dans la société soviétique? Quand la très libérale Angleterre entre en guerre contre les empires centraux en 1914, puis contre Hitler en 1939, c'est tout l'appareil industriel britannique qui est mobilisé pour l'effort de guerre, bien évidemment. Et il n'est plus alors question de saine concurrence, et toute la société britannique, et je dirais même tout le Commonwealth, bande ses muscles dans un effort collectif. Je
j'allais dire collectiviste, mais n'exagérons pas, où les idéaux d'Adam Smith laissent alors la place à une politique de blocus qui est l'antithèse même du libéralisme. Et plus près de nous, lorsque Vladimir Poutine associe des pans entiers de la société civile dans les exercices militaires qui se sont déroulés récemment en Russie et en Biélorussie, les fameux exercices Zapad 2017, lorsque cette société civile, ces grandes sociétés sont introduites dans ces exercices, c'est la preuve par excellence que l'économie n'est pas le primat, que le primat c'est le politique, et que l'économie est au service de l'homme et donc au service du politique et du sacré. Ces quelques exemples de contradictions idéologiques, on pourrait les multiplier, sont destinés à illustrer mon propos visant à dépasser les conceptions matérialistes du monde pour leur substituer le retour à une conception classique de l'économie que l'on pourrait qualifier d'économie organique, c'est-à-dire libérale lorsque les conditions le permettent et contraignante lorsque les circonstances l'exigent. La libre entreprise, oui, bien sûr, mais au service de la collectivité. La contrainte, oui, si nécessaire, mais au service du bien commun. En un mot comme en 100, l'économie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux banquiers. Elle doit être a priori, sauf contrainte, de se livrer une guerre totale et sans merci. C'est une fenêtre de tir unique pour repenser le monde et mettre un terme à leur tyrannie. Et les amis, je pense qu'il n'y aura pas une deuxième fenêtre de tir. Profitons-en.